Alors, le travail mené cette année sur la ponctuation au sein de notre groupe de réflexion est parti de 2 constats. Et là, on va redire une partie de ce qui a déjà été dit cette matinée, mais un peu plus rapidement. Tout d'abord, premier constat, ponctuer leur texte correctement s'avère une opération extrêmement compliquée pour la majorité des élèves de cycle 3 ou début cycle 4. La plupart des enseignants observent dans les rédactions soit des phrases fleuves, se déroulant sur plusieurs lignes sans aucun signe de ponctuation à la manière d'un flux de parole orale, soit au contraire des phrases segmentées de manière syntaxiquement incorrecte, avec des points placés de façon intempestive, séparant des groupes syntaxiques. Beaucoup d'enseignants témoignent par ailleurs du peu de cas que semblent faire les élèves de la ponctuation, y compris lors de la révision de leur texte, ce critère, lorsqu'il est pris en compte, arrivant bien après la vérification de points orthographiques, tels que les accords dans le groupe nominal ou les conjugaisons. À la lecture pourtant, on l'a redit ce matin, c'est bien souvent la mauvaise ponctuation qui désole les enseignants et freine leur compréhension des écrits des élèves, avant même les problèmes liés à l'orthographe. Le deuxième constat constitue sans doute déjà un élément de réponse au premier. S'il existe bien des recherches linguistiques sur la ponctuation, il n'existe pas vraiment d'outils pour permettre aux enseignants de l'aborder en classe. Curieusement, la notion n'apparaît pas dans la partie études de la langue des programmes de cycle 3, et la nécessité de savoir ponctuer son texte est pourtant un critère mentionné dans la partie concernant la production écrite, comme l'a déjà dit Marie Berthelier. Mais elle n'est pas mise en lien avec la lecture-compréhension, ni avec l'étude de la langue. Les manuels n'apportent pas de secours supplémentaires. Quand la notion apparaît, on trouve tout au plus des considérations liées à la définition de la phrase du type « une phrase est une suite de mots ordonnés qui a un sens ». À l'écrit, elle commence par une majuscule et se termine par un point. Cette définition ne permet de délimiter la phrase qu'a posteriori et ne peut en aucun cas être une aide pour ponctuer en situation de production. Peut-être parce qu'en matière de ponctuation, la norme est mouvante, à la fois dans le temps, comme l'a dit Didier, du point de vue de l'histoire de la langue, mais aussi d'un scripteur à l'autre. Il semble particulièrement difficile de théoriser la notion en réception et a fortiori de l'aborder sous forme de savoir enseignable. On attend donc des élèves qui effectuent une opération extrêmement complexe, sans être capables, contrairement à ce qui se passe par exemple pour l'apprentissage de l'orthographe, de leur donner des règles explicites de fonctionnement. Les élèves doivent déduire des règles par leur observation des textes ou d'après les corrections suggérées par les enseignants. Nous avons donc décidé de nous interroger sur la manière dont on pourrait passer d'une utilisation intuitive de la ponctuation à une démarche explicite qui permettrait de consolider les bases d'une didactique spécifique. Il va de soi que le projet était ambitieux, que nous n'avons pas pour l'heure de solutions révolutionnaires à apporter. Nous souhaitons toutefois partager les considérations suivantes qui nous semblent poser des bases de réflexion intéressantes. Alors, voici la présentation de la démarche. Les hypothèses de départ étaient les suivantes. Nous avons décidé de partir des conceptions des élèves pour tenter de comprendre ce qui pose problème et y remédier. Très tôt, en effet, les élèves savent définir le rôle d'un point, qui marque pour eux la fin d'une phrase, mais ce savoir théorique n'a pas pour corollaire un usage correct en production. Il nous a donc paru nécessaire d'explorer quelle représentation réelle était à l'œuvre derrière les définitions récitées de manière mécanique. Notre hypothèse était que pour les élèves, les marques de ponctuation sont redondantes par rapport à une unité sémantique, ces marqueurs n'apportant à leurs yeux rien de plus que les mots d'un point de vue informationnel. Il est donc logique qu'ils ne s'en préoccupent pas en production. Pour les rendre conscients de la nécessité de ces marques, il faudrait donc leur montrer qu'elles facilitent la compréhension, voire qu'elles lui sont indispensables. Nous avons donc conçu un test initial dont l'objectif était d'établir une cartographie des stratégies mises en œuvre par les élèves pour ponctuer un texte. De courts textes non ou peu ponctués ont été proposés aux élèves. Voilà, vous avez les 2 premiers ici. Ils devaient y placer un nombre de signes de ponctuation donnés. Et cet exercice était suivi d'entretiens métagraphiques qui, selon les cas, ont été menés individuellement à l'oral pour les élèves les plus jeunes ou à l'écrit pour les élèves de 5e. Le choix de travailler en réception pour ce test initial s'est imposé de manière assez naturelle. Si les élèves ne voient pas l'intérêt de la ponctuation et ont tendance à éviter cette tâche complexe, un exercice en production n'aurait pas donné matière à les placer en situation de réflexion sur leur usage de la ponctuation.
Les textes choisis, comme vous le voyez, sont simples et brefs, l'idée n'étant pas de proposer des pièges, mais bien d'observer les procédures mises en place. Le choix de donner aux élèves un nombre de signes à insérer obligatoirement était une façon de les placer en situation de résolution de problèmes. Ponctuer un texte nécessite de le traiter de manière globale et dans certains cas, on ne peut traiter la première phrase qu'après la deuxième et la deuxième après la troisième, et cela oblige à mettre en place des stratégies. Les entretiens métagraphiques avaient justement pour objet de recueillir les représentations et les stratégies déployées par les élèves. Nous espérions ainsi observer sur quel savoir, quelle procédure ils s'appuient lorsqu'il s'agit de placer la ponctuation. Nous souhaitions aussi déterminer s'ils s'avèrent capables d'appréhender le texte dans sa globalité et de revenir sur les phrases précédentes pour réajuster leurs hypothèses au fur et à mesure. Donc voici le résultat des tests initiaux. Ces tests ont été menés donc, dans des classes de CM1, 6e et 5e. Chez les CM1, le premier texte, pourtant le plus court et le moins complexe, pose déjà des difficultés. Plusieurs élèves peinent à placer les points, en particulier lorsque la présence de connecteurs vient les troubler, comme vous le voyez là dans l'exemple, avec les connecteurs et mais. Sans surprise, le troisième texte s'avère le plus difficile à traiter. Je l'ai remis là comme exemple. Les répliques du dialogue ne sont souvent pas bien identifiées, les tirets mal placés ou pas placés, et les points d'interrogation également mal placés. Beaucoup d'élèves ont tendance à les placer tout de suite après la marque syntaxique de l'interrogation, sans attendre la fin de la phrase, ce qui occasionne, comme vous le voyez ici, un véritable contresens. Dans l'exemple, ne trembles-tu pas, point d'interrogation, à l'idée d'être dévoré par le Minotaure, le héros sourit, au lieu de ne trembles-tu pas à l'idée d'être dévoré par le Minotaure, le héros sourit. Chez les élèves de collège, le premier texte ne pose en général pas de problème. En revanche, dans le deuxième texte, certains peinent là aussi à placer les tirets de dialogue ou le point d'interrogation dans la phrase finale, notamment si on prévenait la police. La syntaxe de la phrase avec l'ellipse de la principale qui devrait contenir la structure interrogative empêche manifestement de percevoir la dimension interrogative de la proposition sur le plan énonciatif. Plusieurs élèves ont du mal également à placer les points correctement dans la longue séquence que l'on peut relire ici. Cette femme savait tout sur son voisin, elle voulait le dénoncer à la police et il l'a tué. J'ai demandé et ensuite suit un dialogue. Les élèves tendent soit à ponctuer avant le connecteur, comme dans le premier exemple, soit probablement perdus face à des reprises anaphoriques un peu complexes, ils ne ponctuent pas du tout, comme dans le deuxième exemple. En ce qui concerne l'analyse des entretiens métagraphiques, on peut faire émerger plusieurs remarques. On peut classer en 3 grands ensembles les justifications qui sont données par les élèves pour placer les signes de ponctuation. Tout d'abord, l'utilisation à tout âge de critères prosodiques pour justifier l'usage de la ponctuation. Donc on a des choses du type « la phrase est trop longue sinon »,« on baisse la voix » ou « il faut reprendre sa respiration ». Donc une intuition assez floue, on le voit, liée à des critères graphiques de longueur, des critères prosodiques, la nécessité de respirer, mais peut-être aussi sémantique, dans on baisse la voix, l'élève semble ici percevoir une fin, une borne au niveau du sens. Il est donc difficile pour l'enseignant de se fonder sur cette intuition-là pour élaborer les bases d'une didactique. On observe aussi l'émergence difficile d'un lien entre ponctuation et sens. Cette conscience ou cette intuition que la ponctuation joue un rôle sémantique semble être présente très tôt, mais elle n'aboutit pas pour autant à un usage correct de la ponctuation. Souvent, en effet, les connecteurs fonctionnent comme des balises qui indiquent des unités de sens et incitent donc à placer un point. Ce fonctionnement par repérage de balises révèle que les élèves, surtout les plus jeunes, peinent à envisager le sens au niveau global de l'énoncé. Ils s'arrêtent au niveau local, à l'échelle d'unités microsyntaxiques, comme dans cet exemple, dans une des justifications des élèves, « irriter le roi, ça fonctionne », alors que « irrita le roi ne », ça ne fonctionne pas. Ils appréhendent l'énoncé de façon linéaire et non dans sa totalité. En CM1, un seul élève est capable de dépasser ce niveau micro-local pour envisager l'énoncé de façon plus large et donner à la ponctuation sa valeur énonciative. On peut donc
Je cite ce qu'il dit, c'est un personnage de l'histoire qui parle. Dans ma tête, je me suis dit qu'on pouvait répondre oui, donc que c'était une question. En 6e et en 5e, ce lien avec le sens devient plus explicite. Comme on le voit là, j'ai mis un point car c'est la fin de la première action, j'ai mis un point car une deuxième idée commence, il y a 2 informations différentes, on parle d'un autre thème après. Toutefois, on note que les élèves continuent à percevoir davantage les ruptures que les unités de sens. Ils appréhendent l'énoncé comme un parcours à la manière de l'oral qui se déploie linéairement. Ils repèrent dans ce fil les discontinuités, mais ils n'envisagent pas l'énoncé au niveau global comme le voudrait la syntaxe de l'écrit. Enfin, troisième enseignement de ces entretiens métagraphiques, on voit poindre l'idée de critères syntaxiques, mais dont le maniement reste encore difficile. Dans les entretiens de 6e et 5e, la notion de phrase apparaît souvent pour justifier le fait d'avoir placé un point, mais on remarque qu'on se retrouve en général face à des raisonnements tautologiques. J'ai mis un point car c'est la fin d'une phrase. J'ai mis un point car ça fait une phrase. Donc la phrase se termine par un point, donc si je mets un point, j'ai une phrase. Donc les élèves ont intégré la définition graphique de la phrase, mais semblent peiner à donner d'autres critères de définition. Et en réalité, le terme phrase recouvre pour eux davantage l'idée d'une unité, de sens ou de souffle, mais ne se fonde jamais sur des critères syntaxiques, puisque jamais dans les justifications on ne trouve l'idée d'un élément pivot, d'un verbe conjugué ou de relation entre les termes. Quelques élèves de collège évoquent bien la notion de sujet, mais lorsqu'on regarde leur justification, on a l'impression que le terme sujet renvoie davantage à une explication de type sémantique, en l'occurrence dans les phrases le passage d'un référent féminin à un référent masculin, plutôt qu'à la conscience d'une structure syntaxique. Et cette perception uniquement sémantique de la phrase nous semble expliquer de nombreuses erreurs sur la segmentation, et notamment les nombreux points placés avant la conjonction « et », puisque on change d'unité de sens après le connecteur, donc on met un point. Alors, à partir de ces considérations, nous avons essayé d'élaborer des dispositifs qui nous paraissaient pouvoir être des réponses aux questions soulevées. Et chaque enseignant du groupe s'est emparé des solutions qui lui paraissaient les plus adaptées à sa classe. Une première approche a eu pour objectif d'inciter les élèves à réfléchir au système de la ponctuation à partir de leur propre usage. On a en effet remarqué que le discours institutionnel, les définitions graphiques de la phrase, ne permettaient manifestement pas les élèves d'aider à ponctuer, d'où l'idée de partir de leur usage de la ponctuation et non de la théorie. Donc dans les classes de 5e, on a ainsi fait élaborer aux élèves des grilles de révision à partir de leurs réponses aux entretiens métagraphiques. Alors les objectifs étaient d'expliciter le fonctionnement de la ponctuation, de partir de leurs analyses pour éviter l'effet récitation d'une règle qu'on ne comprend pas, et puis d'essayer de construire à partir de leurs intuitions sémantiques des notions syntaxiques plus fiables et plus opératoires. Alors voici un exemple de grille élaborée en 5e. Cette grille, qui est destinée évidemment à évoluer au fil de l'année, est utilisable en production pour réviser son texte, pour vérifier l'usage de la ponctuation, mais elle est aussi en réception pour analyser les choix d'auteur dans un texte. Et avec le recul, ce dernier usage nous semble d'ailleurs à préconiser pour débuter, parce que l'analyse de texte d'auteur peut en effet permettre de sensibiliser les élèves à l'intérêt de la ponctuation, en insistant sur le fait que cette dernière facilite la lecture, en soulignant sa portée sémantique et énonciative qui est souvent mal perçue. Nous avons souligné que la difficulté qu'éprouvaient les élèves à sortir d'un rapport linéaire au texte et des analyses en réception pourraient justement peut-être viser à augmenter leur rampant visuel lors de la lecture. Alors, un deuxième dispositif a eu pour objectif de travailler l'appropriation par les élèves d'une conception syntaxique de la phrase. Et nous sommes inspirés des travaux de Véronique Paolacci et Nathalie Rossi sur ce point, qui proposent de recourir à une phrase donc syntaxique, c'est-à-dire définie comme une structure constituée d'un pivot et de l'ensemble des rapports de dépendance contractés autour de ce pivot. Il nous a donc paru important de favoriser la prise de conscience de la structure sujet-prédicat. Et donc en classe de 6e, et de CM1 et de 6e, des rituels ont été mis en place pour inviter les élèves
à construire des phrases et à entourer systématiquement le sujet d'une part et le verbe et ses compléments d'autre part, donc comme dans le schéma que l'on voit ici au tableau. Et cet exercice, réitéré quotidiennement, avait pour objectif de contribuer à automatiser la conscience de cette structure de la phrase syntaxique afin d'amener les élèves à ponctuer davantage leurs écrits. Donc on a là un exemple ensuite sur phrases rédigées. Alors, les élèves se sont vite appropriés ce rituel. En sixième, notamment, l'exercice est très vite, très bien réussi. Mais c'est alors posé la question du transfert en production écrite. Parce qu'en situation de rédaction, eh bien, les élèves continuaient à faire des phrases fleuves. Alors, la nécessité s'est alors imposée de travailler en production sur des textes en imposant des contraintes d'écriture liées à la ponctuation. La forme brève et ritualisée des joggings d'écriture nous a paru adaptée à ce travail, puisque la brièveté de l'exercice permet aux élèves de se concentrer sur tous les aspects du processus d'écriture et donc d'intégrer la ponctuation qui, dans une production plus longue, est souvent un aspect laissé de côté, y compris lors de la révision. Donc, une des collègues du groupe, Elisabeth Clément, a ainsi inséré dans ses joggings d'écriture, les joggings qu'elle pratique régulièrement avec sa classe de 6e sur des sujets divers, elle a inséré une nouvelle consigne imposant une segmentation en phrases. Consigne qui imposait de rédiger son sujet en faisant 5 phrases et 7 lignes maximum. Alors, nous avons 2 exemples de ces productions qui répondaient à la consigne « Imagine les pensées d'Ulysse la première fois qu'il voit le cyclope ». Alors, les élèves se sont bien prêtés au jeu et ont ponctué leur texte. Donc, dans le premier exemple, nous avons ici l'exemple d'un élève qui s'exprime bien, qui est capable de construire des phrases complexes, correctes. Donc, dans ce cas, la consigne vient surtout attirer son attention sur un aspect qui est souvent un peu négligé dans le processus d'écriture. Et manifestement, ici, elle l'aide le nombre de phrases imposées l'aide à séquencer les différentes actions de façon assez claire. Chaque phrase syntaxique correspond clairement à une action ou une pensée d'Ulysse. Alors, dans le deuxième exemple, on a le cas d'un élève qui éprouve manifestement plus de difficultés en rédaction. Son texte manque encore de cohérence dans l'utilisation des idées et dans l'utilisation des reprises anaphoriques, ce qui entraîne un certain manque de clarté dans la désignation des personnages entre Polyphème et Ulysse. Mais on sent toutefois que la consigne l'a rendu attentif à la construction de ces phrases, puisque dans l'ensemble, les phrases, si on prend isolément les phrases, elles paraissent correctes. Donc il semble que là, la consigne donnée l'a amené dans le jogging, l'a incité à éviter de rédiger un flux de phrases continues et l'a invité à être attentif à la construction de ces phrases. Alors, ces dispositifs ont été testés pendant plusieurs semaines, puis ont fait l'objet d'une évaluation finale. C'est-à-dire que nous avons donné aux élèves le même type de test qu'au début de l'expérience, ponctuer un texte avec un nombre de signes imposés à placer. Ceci nous a donc permis de dresser un premier bilan de ces activités. Alors, les tests finaux ont été plutôt, dans l'ensemble, bien réussis. Les enseignantes qui se sont prêtées à l'expérience soulignent tout d'abord l'effet bénéfique sur la vision qu'ont les élèves de la ponctuation. Ils s'y montrent beaucoup plus attentifs et veillent désormais spontanément à essayer de ponctuer davantage. Alors, en termes quantitatifs, si l'on regarde les données, les élèves ont mieux réussi les tests finaux que les tests initiaux. Ils ont su placer mieux les signes de ponctuation. Cependant, si on affine, on s'aperçoit que les erreurs qui subsistent révèlent les mêmes zones de fragilité que lors des tests initiaux, à savoir donc la présence de connecteurs qui incitent à placer des points alors qu'il n'en faudrait pas, et également les dialogues, la difficulté à placer des tirets dialogues, et c'est-à-dire à percevoir des blocs énonciatifs dans le texte. Donc à ce stade, se pose une nouvelle difficulté. Dans un premier temps, l'urgence était aux yeux des enseignants d'inciter vraiment leurs élèves à placer des points pour construire des phrases correctes. Et le travail a donc beaucoup consisté à essayer d'aider les élèves à délimiter des phrases simples. La question qui se pose dans un second temps, c'est comment amener maintenant les élèves à construire des phrases plus longues et plus complexes.
Les tests finaux confirment cette tendance des élèves à fonctionner à partir de balises locales et à considérer l'énoncé comme un déroulé linéaire sans prendre le recul pour identifier des blocs. Donc comment aller vers le maniement d'unités énonciatives plus larges? C'est une question, nous n'avons pas vraiment encore de réponse. Le deuxième constat que l'expérience a fait surgir, c'est la difficulté, la réticence des enseignants à travailler la ponctuation en réception. Pourtant, nous avions essayé de réfléchir à un panel de dispositifs que nous leur avions proposé, mais ils ne s'en sont pas emparés et ont tous préféré travailler la ponctuation en production. Il nous semble que cette réticence s'explique par le manque de support et de ressources. Les manuels ne proposent pas de corpus pour travailler explicitement la ponctuation de manière progressive, et les enseignants se sentent assez démunis face à des marqueurs qu'ils ne sont pas certains de bien arriver à analyser. C'est pourtant bien en proposant des modèles, en favorisant une réflexion explicite sur les usages et les normes, que l'on pourrait arriver à une meilleure appropriation de la ponctuation par les élèves. Il nous semble donc qu'il serait nécessaire de réfléchir, de se doter d'un corpus pour l'étude de la ponctuation dans les textes, afin justement de doter les enseignants des outils qui leur permettraient d'avoir une approche plus rigoureuse de la notion. Et la progressivité d'un tel corpus devrait être pensée pour permettre aux élèves d'accéder à la perception d'unités énonciatives plus larges, afin de dépasser le repérage micro-local. Donc, c'est-à-dire s'intéresser à un premier niveau à la ponctuation forte et au tiré de dialogue afin de percevoir des unités énonciatives globales. Puis, dans un second temps, s'intéresser aux groupes plus restreints à l'intérieur de ces ensembles, et c'est-à-dire se pencher sur les usages de la virgule. Voilà, et puis un dernier niveau pourrait s'attarder, mais plutôt au lycée, sur les conséquences énonciatives plus fines de la ponctuation, notamment quand elle permet de modaliser. Voilà, donc ce travail a, vous voyez, fait surgir plus de questions et ouvert plus de pistes qu'il n'en a résolu, mais il a suscité l'envie chez tous les participants de poursuivre la réflexion sur la façon de doter les enseignants d'outils pour aborder la ponctuation de manière explicite avec leurs élèves.